Bonjour à tous, merci beaucoup d'être présents pour notre affaire hebdomadaire. Aujourd'hui, je vous présente l'affaire de la famille Afzal. Cette famille qui a été tuée alors qu'elle se promenait un soir de juin 2021 à London, c'est une ville de l'Ontario au Canada. Le mobile du meurtrier est à peine croyable. Cette famille était tout simplement de confession musulmane. Découvrez les circonstances de leur mort et l'enquête en cours. La triste affaire de la famille Afzal, c'est tout de suite et maintenant. Le 6 juin 2021, aux alentours de 20h30, 5 membres de la famille Afzal décident d'aller se promener le long de Hyde Park Road dans l'ouest de l'Ontario au Canada. Alors quand je dis les 5 membres de la famille, il s'agit du père Salman Afzal, de son épouse Madia Salman Afzal, de leur fille Yumna, de leur fils Fayez et de la grand-mère paternelle Talat Afzal. La famille se promène tranquillement, elle s'apprête à traverser, elle attend juste que le feu passe au rouge. C'est alors qu'un pick-up de marque Dodge et de couleur noire qui les a repérés leur fonce tout droit dessus. Le pick-up fauche de plein fouet les 5 membres de la famille Afzal, certains seront carrément projetés en l'air. Malheureusement, le bilan est très lourd, Talat la grand-mère décède sur le coup. Les autres membres de la famille décéderont un peu plus tard à l'hôpital. La fille, âgée seulement de 15 ans, Yumna, elle avait apparemment encore un léger pouls quand les secours sont arrivés, mais malheureusement, ils n'arriveront pas à la réanimer. Les 4 membres de la famille ont subi de multiples blessures provoquant des fractures et des hémorragies internes. Les victimes ont malheureusement péri en raison de multiples traumatismes. Seul Fayez, le fils, âgé seulement de 9 ans, lui, il a survécu, il est grièvement blessé, mais il n'est pas mort. Qui sont les membres de cette famille sans histoire, qui se promenaient tranquillement dans leur quartier avant de perdre la vie si brutalement? Alors on sait que la famille Afzal est d'origine pakistanaise et qu'ils sont arrivés au Canada en 2007. Le père Afzal Salman est âgé de 46 ans au moment des faits et il est psychoéducateur de profession. Il est marié à Madia Salman Afzal qui est âgée elle de 44 ans au moment des faits et avant de perdre la vie, elle terminait un doctorat en ingénierie à l'université Western de London. Comme vous le savez, le couple a des enfants dont une fille qui s'appelle Yumna et elle est âgée de 15 ans au moment des faits. Elle terminait sa 9e année à l'école secondaire Oak Ridge. Vous le savez également, ils ont un fils du nom de Fayez qui est âgé de 9 ans au moment des faits. Alors la famille Afzal est une famille décrite comme unie et soudée. Elle effectuait régulièrement des promenades dans leur quartier comme celle du 6 juin 2021 et les gens diront que c'est vraiment une famille sans histoire appréciée de tous dans le quartier. Malheureusement, cette promenade sera la dernière pour eux car ils y rencontreront la mort, une mort brutale et sauvage. Quant au pick-up qui les a percutés, il part se réfugier dans un parking où il sera arrêté quelques minutes plus tard. Le suspect est arrêté à environ 7 km de la scène de crime, près du centre commercial Cherry Hill Village à London. Des images de vidéosurveillance montrent que quelques minutes après les meurtres, le véhicule de l'accusé s'arrête à proximité d'un taxi qui est stationné dans le parking d'un centre commercial. Sur les images de la vidéosurveillance, on peut apercevoir que l'avant du véhicule est complètement endommagé et le chauffeur de taxi témoignera aussi pour dire que lui, il avait aperçu du sang et des tissus corporels sur l'avant du véhicule près des phares. On peut voir également que le chauffeur de taxi semble parler au conducteur avant de prendre son téléphone pour passer un appel. Ensuite, le conducteur sort du pick-up, 2 voitures de police arrivent, gyrophares allumés, quelques minutes plus tard. Les policiers sur place procèdent alors à l'arrestation du conducteur. Ils l'amènent vers l'une de leurs voitures pendant que d'autres véhicules de police arrivent. En tout, on peut apercevoir 6 voitures de la police de London sur les lieux. Le chauffeur de taxi, qui s'appelle
s'appelle Asdin Jahangiri et qui était présent au moment des faits, a déclaré qu'il a appelé le 911 à la demande de l'accusé. L'accusé lui a tout simplement dit calmement d'appeler le 911 et il lui a aussi affirmé calmement qu'il avait tout simplement heurté des gens. Au cours de l'appel passé au 911, on peut l'entendre décrire le véhicule. On entend aussi l'agente du 911 questionner le conducteur et le chauffeur de taxi place son téléphone en main libre pour permettre au conducteur de répondre aux questions et de s'identifier. Alors l'accusé épelle son nom et quand elle lui demande son numéro de plaque d'immatriculation, il dit qu'il ne le connaît pas. L'agente du 911 qui s'appelle Jennifer Weber est venue témoigner au procès et elle a déclaré que quand elle a insisté pour connaître le numéro de plaque d'immatriculation, l'accusé s'est littéralement énervé contre elle et il lui aurait rétorqué « Venez m'arrêter, de toute façon, je les ai renversés intentionnellement ». Alors comme le suspect ne donne pas son numéro de plaque, sur les images de vidéosurveillance, on peut apercevoir le chauffeur de taxi aller derrière le véhicule pour voir la plaque, certainement pour prendre le numéro, et c'est à ce moment-là que les policiers arrivent pour arrêter le suspect. Le chauffeur de taxi, qui bien sûr viendra témoigner au procès, il dira qu'il a trouvé le suspect très calme, comme si rien ne s'était passé, il était même souriant et continuait à discuter normalement. Quand la police est sur place, le suspect va avoir un comportement très préoccupant. Il va par exemple s'agenouiller, il va mettre les mains derrière la tête, il va demander au chauffeur de taxi à 2 reprises de filmer la scène de l'arrestation et il va lui répéter les mots suivants: « Je vous ai dit de prendre une vidéo ». Une fois interpellé, la police procède à une fouille au corps avant de l'embarquer au poste de police et ils vont lui retirer un étui à couteau. Ils vont lui retirer un casque de type militaire, un gilet pare-balles et ils vont aussi remarquer qu'il a des croix gammées qui sont tatouées sur son corps. L'individu arrêté leur paraît alors très inquiétant et très dangereux. Le suspect arrêté est originaire de la ville de Strathroy, Caradoc au Canada. Il s'appelle Nathaniel Veltman et il est âgé de 20 ans au moment des faits. Il est issu d'une grande fratrie, il est l'aîné de 6 frères et sœurs. Il sera scolarisé à la maison jusqu'en 10e année et il a d'ailleurs très peu d'amis. Ses parents divorcent alors qu'il n'a que 15 ans. D'ailleurs, il en a beaucoup voulu à sa mère qui le rend responsable de ce divorce. Il est devenu à ce moment-là un fils ingérable, un fils qu'elle ne pouvait plus du tout cadré ni géré. Leur rapport à tous les deux était devenu conflictuel. Ils avaient vraiment des rapports très tendus. Il était même devenu menaçant envers sa mère. Elle avait peur de son fils. Elle dira même qu'il a fallu qu'elle se cache parfois de peur qu'il la frappe. Alors on sait que Nathaniel Veltman travaille comme employé à temps partiel dans la société Grey Ridge Egg Farms. C'est une usine de conditionnement d'œufs située en Ontario. William Gray, le PDG de cette entreprise, a déclaré les mots suivants: « Le personnel de l'entreprise a été choqué et attristé d'apprendre qu'un de leurs employés avait été accusé des meurtres. Nous nous joignons à notre communauté pour exprimer notre condamnation de cette violente attaque et offrir nos plus sincères condoléances à la famille et à la communauté musulmane. » En effet, Nathaniel Veltman est un employé qui n'avait aucun lien connu avec des groupes haineux et d'ailleurs ça a étonné beaucoup de gens qu'il soit capable de commettre de tels crimes. Il était assez discret, il ne fréquentait pas grand monde, comme je vous le disais tout à l'heure, il avait peu d'amis. C'était vraiment quelqu'un en marge de la société un petit peu. Il était pas, voilà, il avait peu de contact avec les gens. Les seuls qui le connaissaient, c'était vraiment ses proches, quoi. Le public et la population découvrent le visage de ce jeune meurtrier aux informations, puisqu'une photo de Nathaniel Veltman prise en 2016 a été diffusée dans la presse. Sur cette photo, il participait à la Sainte-Claire River Run. C'est un semi-marathon de 10 km. Ce marathon s'appelle comme ça car il y a 5 km qui se parcourt sur le long de la rivière Sainte-Claire. Au moment du drame, l'accusé vit dans un appartement sur Covent Marketplace au centre-ville de London. C'est un studio qu'il occupe depuis à peu près 1 an. Lors de la perquisition de l'appartement et du véhicule de l'accusé quelques jours après le drame, les enquêteurs ont déclaré que le domicile était en total bazar. Rien n'était rangé, tout était défait, il y avait des choses par terre. Ils ont déclaré aussi que c'était très sale. Donc là, clairement, on a quelqu'un qui ne se préoccupait pas du tout de l'intérieur de son appartement. Ce jour-là, plusieurs preuves seront trouvées, des preuves qui mèneront tout de suite les enquêteurs sur la piste d'un crime islamophobe.
La police a en effet découvert l'ordinateur portable de l'accusé qui est posé sur une table de travail à côté de son lit complètement défait. Ils ont aussi trouvé plein de vêtements, mais vraiment une montagne de vêtements jetés au sol. D'autres éléments sont aussi saisis. Il y a par exemple une note qui porte une inscription un peu bizarre, Cannes Armoire. On ne sait pas ce que c'est. Je crois que même encore aujourd'hui, on ne sait pas ce que c'est. Les photos qui ont été prises lors de la saisie montrent des rubans adhésifs opaques qui sont collés sur les caméras de deux smartphones, sur la caméra de l'ordinateur portable et autour d'un rideau. L'ordinateur portable va bien sûr être fouillé et la police va avoir confirmation qu'il s'agit bien de celui de l'accusé en raison d'adresse mail et de données de la carte de crédit qu'il contenait. Ils y trouvent aussi un VPN anglais qui est téléchargé et le navigateur Tor. En fait, c'est un navigateur fréquemment utilisé pour masquer l'identité d'utilisateur qui irait par exemple sur le dark web. Et d'ailleurs, en fouillant un peu plus l'ordinateur, ils ont découvert des connexions à des sites web néo-nazis. En accédant aux divers comptes en ligne de Nathaniel Veltman, tels que Google, Microsoft, Facebook ou Snapchat, les policiers ont découvert que 68 noms d'utilisateurs et mots de passe étaient stockés sur l'ordinateur. Des clés USB et un disque dur externes ont également été saisis, ainsi qu'une Bible qui a été retrouvée jetée dans une poubelle. Le passeport et le certificat de naissance de l'accusé ont été trouvés dans un tiroir. Et il y a aussi une autre note qui a été retrouvée par la police qui était posée sur la table de la cuisine. Sur cette autre note, il y a des informations assez incohérentes qui sont notées. Par exemple, des vitesses en 1000 à l'heure qui sont écrites. Il y a aussi des pourcentages qui sont notés dessus, sans aucune autre explication. En analysant le contenu de l'ordinateur de Nathaniel Veltman, la police fait d'autres découvertes glaçantes. Dans un long manifeste intitulé A White Awakening, il fait clairement la promotion du suprémacisme blanc. Il se décrit comme chrétien et nationaliste blanc d'après le sergent Lugan. Et ce manifeste aurait été rédigé apparemment la première fois le 4 mai 2021 et il aurait été modifié au moins à 4 reprises avant les meurtres. Des passages du document ont même été lus devant le tribunal et il a été déclaré que les propos tenus étaient offensants et peuvent choquer. Au début du document, il commence par détailler ses positions politiques. Ensuite, il écrit plusieurs propos odieux à l'encontre de la communauté musulmane et il conclut en disant vouloir rendre la vie aussi inconfortable que possible pour ces gens jusqu'à ce qu'ils quittent le pays. Dans son manifeste, il écrit clairement s'être inspiré par des actes de terrorisme et d'ailleurs en février 2021, il aurait fait par exemple des recherches sur les auteurs des fusillades de masse et des analyses informatiques ont aussi montré qu'il avait visionné des vidéos des auteurs des tueries de Christchurch en Nouvelle-Zélande et d'Oslo en Norvège. Comme évoqué tout à l'heure, les perquisitions ne s'arrêtent pas au studio de l'accusé. Son pick-up est également perquisitionné. La voiture est parquée dans un entrepôt sécurisé où seule la police a accès. Parmi les armes trouvées, il y a une machette dans le rangement de la portière du véhicule. Un couteau de poche est aussi trouvé dans un porte-gobelet. Un grand couteau dentelé est également trouvé. Un pistolet à plomb est trouvé dans la console centrale du véhicule et une hache. Et au milieu de toutes ces armes, il y a des objets qui sont trouvés également. Il y a par exemple des bougies qui sont trouvées. Il trouve également le permis de conduire de l'accusé et sa carte de débit. L'inspecteur Paul Waite a déclaré qu'il existe des preuves qu'il s'agissait d'un acte planifié et prémédité et que la famille Afzal a été ciblée en raison de sa foi musulmane. Des images de vidéosurveillance ont montré que Nathaniel Veltman conduisait sa voiture dans une rue de London le 6 juin 2021. Lorsqu'il a vu la famille Afzal, il a fait demi-tour pour se diriger vers elle. Alors qu'il s'approchait de la famille, il a accéléré. Les données de navigation de son véhicule montrent clairement qu'il s'est dirigé vers la droite dans le but uniquement de renverser la famille 5 secondes avant de les happer. Et pendant ces 5 secondes, la pédale de frein n'a jamais été touchée. Une fois tous ces éléments de preuve réunis, le procès de Nathaniel Veltman peut enfin débuter.
Nathaniel Veltman, qui a aujourd'hui 22 ans, est accusé de meurtre prémédité avec circonstance d'acte de terrorisme. Il est accusé également de tentative de meurtre. Son procès débute le 11 septembre 2023. D'après la juge Renée Pomerance, 14 jurés devaient être présents pendant les 9 semaines d'audience, mais un juré a été démis de ses fonctions car il avait un test Covid positif et donc il n'a pas pu assister au procès. Bien sûr, devant la Cour supérieure de Windsor, l'accusé va revenir sur sa journée du 6 juin 2021. Alors il affirme s'être rendu au travail comme d'habitude, qu'ensuite il est rentré chez lui et qu'en rentrant chez lui, il a croisé des personnes musulmanes sur son chemin. De retour chez lui, il affirme avoir pris la décision de sortir de nouveau dans l'unique but de tuer des musulmans. Il a clairement déclaré aux enquêteurs qu'il était parti de chez lui à la recherche de musulmans à tuer. Il affirme même aux policiers ne pas avoir hésité une seule seconde avant de commettre cet acte, mais qu'une fois qu'il avait commis l'acte, il s'était senti mal immédiatement après. Et il aurait d'ailleurs déclaré lors de son interrogatoire du 7 juin 2021, qui s'est terminé aux alentours de 3 heures du matin, « C'était un geste répugnant, une chose très répugnante que j'ai faite. » En effet, les gens se sont alors demandé si Nathaniel Veltman n'aurait pas une maladie mentale, et la défense va faire revenir le docteur Julian Gauger, un psychiatre légiste, pour témoigner sur les maladies mentales dont souffre Nathaniel Veltman. Il déclare que l'accusé souffre de plusieurs troubles, notamment de dépression, de troubles obsessionnels compulsifs, de troubles traumatiques complexes, d'anxiété et de troubles de la personnalité. Nathaniel Veltman va avouer qu'au lendemain de la mort de sa grand-mère, il s'est rendu chez un ami pour se procurer des champignons magiques juste avant les faits. Alors les champignons magiques, ce sont des drogues hallucinogènes que l'on appelle aussi psilocybine. Et donc Nathaniel Veltman en aurait consommé 3 grammes vers 3 heures du matin le 5 juin 2021, donc la veille des meurtres, pour, il dira, échapper à la spirale de paranoïa qui occupait toute sa vie. Il affirme avoir eu des envies suicidaires les jours qui ont précédé les meurtres. Il déclara aussi qu'au cours des derniers mois, il traversait des épisodes de débauche, d'alcool, de drogue, et que par moments, il se rapprochait de sa religion chrétienne pour essayer de retrouver une vie saine. Parfois, il arrivait même à un stade de démence. Il a expliqué qu'une fois, par exemple, il a poignardé ses parties génitales, ce qui lui a coûté un séjour à l'hôpital pour des soins d'urgence. Le psychiatre qui va venir témoigner sur cette consommation de champignons magiques, il va en effet confirmer que la consommation de psilocybine peut en effet exacerber certains troubles de l'accusé, mais pour autant, il ne considère pas non plus que l'accusé peut bénéficier d'une non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux. Mais cette prise de drogue n'explique pas les propos islamophobes qu'il a tenus devant les enquêteurs. En effet, il va devoir faire face à l'enregistrement des interrogatoires des policiers, où l'on peut l'entendre qu'il se lance dans une tirade avec des propos totalement racistes, islamophobes, pendant près d'une demi-heure. Ensuite, pendant les 2 heures qui suivent, l'accusé essaie de se trouver comme des excuses. Il raconte avoir mal vécu la pandémie qui l'a poussé à avoir des idées suicidaires. Il dira « je me sentais comme en prison ». Il aurait tenté de se suicider 2 fois et qu'à partir de là, il a considéré qu'il n'avait plus rien à perdre, et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à avoir des gestes violents. Il dira qu'il était carrément obsédé par des événements violents, il ne faisait que ça, il regardait que ça sur internet. C'est au cours de cette période qu'il dit avoir commencé à naviguer sur des sites de propagande d'extrême droite. Il dit avoir été désensibilisé peu à peu et avoir recherché du contenu de plus en plus violent à chaque fois. Alors bien sûr, ces enregistrements audio vont être appuyés par des éléments de preuve de vidéosurveillance qui sont situés au niveau de l'immeuble où résidait l'accusé. Les images montrent les allées-venues du meurtrier juste avant les crimes. On le voit entrer, sortir, parfois il sort de son appartement avec les bras chargés de déchets. Et d'après les images, on voit Nathaniel Veltman quitter son domicile sans rien emporter avec lui quelques minutes seulement avant les meurtres. L'accusé, pendant sa déposition, affirme avoir planifié les meurtres et n'éprouver aucun regret. Mika Bourdeau, l'enquêteur qu'il a justement interrogé le 7 juin 2021, va confirmer en effet qu'il s'agit d'un acte terroriste. Un autre témoin va venir à la barre, c'est une chroniqueuse de télé qui était à proximité de l'attaque le 6 juin 2021, et elle va déclarer avoir vu en effet la voiture de l'accusé, une voiture noire qui roulait très très vite, tellement vite que en passant à côté de sa voiture, ça avait secoué sa propre voiture, et que quelques minutes plus tard, elle est tombée
tomber sur une scène qu'elle décrira comme macabre et chaotique. Nathaniel Veltman plaide non coupable des 4 chefs d'accusation de meurtre au premier degré avec circonstances d'actes de terrorisme et il plaide également non coupable à l'accusation de tentative de meurtre. Un membre de la famille Afzal qui les a aidés à immigrer au Canada en 2007 est venu témoigner au procès avec une voix remplie d'émotion. Il a soutenu que la famille Afzal était une famille pacifique. Le père, Salman Afzal, était quelqu'un de très gentil. C'était un bosseur. La fille Yumna était aussi une gentille fille. Elle n'avait pas de problème particulier. Quant à la grand-mère Talat Afzal, elle était connue pour être le pilier de la famille et elle prenait beaucoup soin d'elle. Il n'y a pas que les enquêteurs qui ont décrit cet acte de terroriste. Il y a aussi le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, qui a aussi qualifié cela d'attaque terroriste. L'accusé est actuellement détenu à la prison d'Elgin, Middlesex. Quant aux victimes, elles ont bénéficié d'une cérémonie le 12 juin 2021 qui s'est déroulée au centre islamique de l'Ontario. Beaucoup de personnes y ont participé. Il y a par exemple le maire de London, Ed Holder, qui était présent. Il a bien sûr exprimé sa tristesse et sa douleur. Il y a aussi des proches d'Australie et du Pakistan qui ont également fait le déplacement. Aux dernières nouvelles, j'ai lu que le petit Fayez s'était rétabli physiquement. Il est actuellement élevé par des proches de la famille. Et j'ai aussi lu qu'une collecte de fonds avait été organisée et qu'elle avait atteint 1 million de dollars au jour de la cérémonie. Et donc cette somme, elle est bien sûr bloquée dans un compte pour servir l'avenir du petit Fayez qui a survécu à cette tentative de meurtre. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous êtes arrivé jusque-là, merci de ne pas quitter cette vidéo tant que vous n'avez pas liké, commenté, tant que vous ne vous êtes pas non plus abonné. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.